7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Alors que Bruxelles a placé la France en procédure de déficit excessif quelques jours avant les élections législatives, la Commission européenne a annoncé ce 8 juillet mettre officiellement la France en redressement budgétaire. Qu'est-ce que cela implique ? À quoi avons-nous affaire avec cette proposition de décision du Conseil ? Est-ce dû à une incompétence de l'État, d'Emmanuel Macron, de Bruno Le Maire ? Pour nous éclairer sur le sujet, nous recevons ce matin Charles-Henri Gallois, président du mouvement Reprenons le contrôle, auteur de Énergie et immigration, nos grands défis du 21e siècle. Merci beaucoup Charles-Henri Gallois d'avoir accepté notre invitation. La dette s'élève aujourd'hui à un peu plus de 3... Alors je pense que je vais faire une erreur. 3 000 milliards d'euros, c'est ça ? C'est exactement ça, oui. Voilà, c'est pas une erreur, c'est ça le drame en fait. À quoi est due cette dette, Charles-Henri Gallois ? Elle est due en fait essentiellement à de la mauvaise gestion. Évidemment, pendant toute cette campagne des élections législatives, quand on rappelait aux macronistes que Emmanuel Macron et son acolyte Bruno Le Maire ont augmenté la dette de près de 1 000 milliards d'euros en 7 ans, ce qui, entre nous soit dit, n'était jamais arrivé avant, parce qu'il avait fallu avant 50 ans pour faire 1 000 milliards de dettes, et la totalité de la dette publique, en fait, en 1998, était uniquement de 900 milliards. Mais quand on leur répétait ce chiffre, qui est une réalité de la mauvaise gestion de la Macronie, ils nous expliquaient ce sont les crises, c'est le Covid, vous vous rendez compte, c'est ce qui a permis de protéger les Français. Si nous n'avions pas protégé les Français, ça aurait été la catastrophe. Sauf que la Cour des comptes elle-même explique qu'en réalité, la crise Covid, la dette liée à la crise Covid, c'était uniquement 200 milliards d'euros. Donc ça veut dire qu'il y a 800 milliards d'euros à expliquer de mauvaise gestion. Et d'ailleurs, vous savez que je ne suis pas un grand fan de la Commission européenne, mais dans son rapport, elle ne s'y trompe pas. En fait, qu'est-ce qui a été décidé à l'heure actuelle ? Il a été décidé de dire, dans un premier temps, il y a un comité économique et financier. Ça, c'est les différentes étapes de l'article 126 du TFUE, qui est cet article de mesures de redressement financier. Après, vous avez eu la Commission elle-même qui a fait un rapport pour décider si oui ou non il y avait le déficit excessif. Et maintenant, c'est le Conseil, en fait, qui a émis ce rapport à la France. Mais qu'est-ce que ça veut dire déficit excessif ou non ? Normalement, c'est le respect ou non des 3% de Maastricht. Vous allez me dire, ça fait un moment qu'ils ne sont pas respectés. Mais dans ces accords-là, normalement, une sorte de flexibilité qui consiste à dire, si vous avez justement une situation de crise ou exceptionnelle, il est possible de déroger à la règle des 3%. Or, que nous dit ce rapport du 8 juillet ? Nous dit justement que le dérapage budgétaire français à plus de 5% de déficit n'a strictement aucun rapport avec une situation exceptionnelle, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est dû entièrement à de la mauvaise gestion, et c'est pour ça qu'il y a cette procédure pour déficit excessif qui est ouverte par la Commission, et les prochaines étapes ne sont ni plus ni moins en réalité qu'une mise sous tutelle du budget de la France, avec un Conseil et une Commission qui peuvent, si la France continue en fait ses dérapages, ce qui sera le cas comme la gestion est absolument calamiteuse, eh bien, pourra forcer la France à prendre des mesures. Donc c'est une mise sous tutelle de la politique budgétaire de la France. Quelles mesures la France devrait-elle prendre en cas de... parce que là, effectivement, la Commission européenne décide de placer la France sous contrôle budgétaire. Qu'est-ce que ça implique ? Pour le moment, en fait, c'est une notification, ils expliquent ça. Et après, dans un second temps, justement, ils vont émettre des mesures précises que la France devra mettre en œuvre pour réduire ses dépenses publiques. Donc, c'est-à-dire que ce n'est plus la France qui va être maîtresse de sa politique budgétaire, mais c'est bien la Commission qui va décider. En tout cas, tant que la France a un déficit important, c'est la Commission qui va décider, alors validé par le Conseil, mais c'est la Commission qui tient le stylo, comme pour tout ce qui a trait à l'Union européenne. Eh bien, c'est elle qui va décider de, par exemple, peut-être la réforme que voulait faire Édouard Philippe de retraite à 67 ans. Ça peut être des mesures, justement, de baisse drastique des dépenses sociales et autres. Donc, il va falloir voir les mesures précises qui ont été dictées, mais ce qui est sûr, c'est que la Commission va demander de tailler dans le gras. Est-ce qu'il y a eu une gestion absolument calamiteuse depuis 7 ans des finances publiques ? Mais la France est le seul pays européen à avoir été placé sous contrôle budgétaire ? Il y a aussi l'Italie. D'accord. Qui a eu des déficits très importants. Mais pour ce qui est de la France, en réalité, c'est d'autant plus rageant qu'on sait très bien qu'il y a eu des dépenses qui ont été en réalité complètement inutiles. On parle souvent, et à juste titre, de l'explosion du coût de l'électricité. Alors pour les particuliers,
c'est plus 45% en 2 ans, mais il faut savoir que pour certains professionnels, les factures ont fait des fois du x2 ou du x3. On voit, et je l'ai encore annoncé hier en prenant les données de la Banque de France, on est à des records sur 12 mois glissants de défaillance des entreprises, des PME, TPE. C'est plus que lors de la crise de 2009. Et en grande partie, il y a le remboursement du PGE, mais il y a justement ce coût de l'énergie. Eh bien, par exemple, dans le coût de la dette de la France, qui a explosé, il y a le bouclier tarifaire sur l'électricité qui a été fait. Ça a coûté 50 milliards d'euros. Et ça, c'est uniquement par dogmatisme et par lâcheté, parce que si la France était revenue à un tarif national de l'électricité, eh bien, on n'aurait pas eu non seulement à payer 50 milliards d'euros, mais les Français, les entreprises auraient bénéficié d'un tarif d'électricité plus bas. Et un autre point qui est intéressant dans cette procédure pour redressement excessif, c'est que justement, dans le cadre des mesures, il y a une évaluation qui est faite par la Commission qui demande un audit indépendant des dépenses publiques. Ça vous rappelle exactement ce que demandait le Rassemblement national lors des élections législatives, et vous aviez les macronistes qui vous expliquaient ça ne sert à rien, on a toutes les données. Mais la Commission européenne, elle, va demander un audit indépendant des dépenses publiques. Donc on risque de rigoler à ce moment-là, et ça montre surtout que l'argumentaire qui a été fait lors des élections législatives visant à décrédibiliser le Rassemblement national pour les compétences, alors que la Commission européenne demande exactement la même chose, est un procès d'intention absolument ridicule, de même que les procès en mauvaise gestion. Je veux dire, quand on a une gestion aussi calamiteuse des finances publiques, si on a un tant soit peu de décence et d'honneur, on évite de donner des leçons aux autres quand on a complètement cramé la caisse, comme c'est le cas de Bruno Le Maire et d'Emmanuel Macron. Ouais. Alors, ça peut nous paraître un peu lointain, tout ça, parce que la Commission européenne, la France sous contrôle budgétaire, concrètement, dans la vie des Français, est-ce que ça risque de changer quelque chose? Parce qu'il va falloir la rembourser, cette dette, à un moment donné. Donc, est-ce qu'on va assister à une explosion je sais pas, des charges, des impôts, toutes ces choses-là? Est-ce que ça va être progressif? Comment enfin, je sais que vous n'êtes pas devin, mais quels sont les outils là qu'a l'État français, le gouvernement français, pour essayer de tenter de remédier en tout cas à cette dette monstrueuse? Le problème, quand vous avez une dette et un déficit qui sont aussi importants que ça, de toute façon, vous avez deux solutions. Il n'y en a pas 36. Alors, les solutions concrètes, je peux pas vous les donner parce que ça ne dépend pas de moi. Malheureusement, nous ne sommes pas au pouvoir. Ouais. Mais il y en a deux, c'est baisser les dépenses publiques ou augmenter les impôts. Ouais, C'est voilà. mathématique, c'est une simple soustraction. Il y en a absolument que deux. Et il n'est pas exclu, encore une fois, qu'il y ait des mesures très impopulaires qui soient exigées par la Commission européenne. Je pense, parce que vous savez que la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, où il expliquait que c'était évidemment le bon sens, la raison de faire ça. Au final, en net, ça coûte 416 millions d'euros. Donc, en plus d'être injuste, elle n'a strictement rien rapporté. Donc, il n'est pas exclu que la Commission demande une nouvelle réforme des retraites. Il n'est pas exclu que la Commission demande encore une fois la réforme de l'assurance chômage. On voit qu'Emmanuel Macron l'a mis entre parenthèses pour faire sa nouvelle alliance qui s'étale de Philippe Poutou jusqu'à lui-même. Eh bien, il n'est pas exclu évidemment que cette réforme de l'assurance chômage revienne. En tout cas, elle reviendra probablement, mais ça ne sera pas suffisant parce qu'il faut bien se rendre compte qu'il faut aller chercher entre 25 et 30 milliards d'euros de baisse des dépenses publiques. Donc, c'est-à-dire que les propositions envisagées par le gouvernement pour le moment sont bien insuffisantes, et donc ça va forcément impliquer des baisses très importantes de dépenses publiques. Et quand on regarde la structure de la dépense publique en fait en France, la dépense de l'État, elle n'a pas réellement augmenté en pourcentage du PIB sur les dernières années. Les deux dépenses qui ont explosé, c'est celle des collectivités territoriales et c'est la dépense sociale. Donc, c'est-à-dire que si on veut baisser les dépenses publiques, ça va forcément être dans ces deux postes que la Commission, même s'il y a certainement des choses à faire, encore une fois, au niveau de l'État, si vous aviez un audit propre et indépendant des dépenses publiques, je pense que les deux postes, naturellement, où ils vont aller chercher, ça sera les collectivités territoriales et les dépenses sociales. Parce que je vais vous demander, dans quoi faut-il taper? On sait que le budget de l'armée, par exemple, a été impacté, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, pour tenter de faire des économies là aussi. L'éducation nationale avait été impactée. Enfin, ce sont quand même des organismes, des choses dont on a besoin. L'école et l'armée, c'est vraiment les dernières choses auxquelles on pense quand il s'agit de faire des économies. Donc là, concrètement, Charles-Henri Gallois, s'il fallait faire des économies quelque part, ce serait où? S'il fallait être raisonnable? Raisonnable, on en a donné plusieurs, de baisser la contribution française au budget de l'Union européenne, c'en est une, parce que l'Union européenne nous coûte très très cher, que ce soit en coût d'application des normes, que ce soit en budget direct. Je rappelle quand même que chaque année, la France
donne entre 10 et 12 milliards d'euros en plus à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit. Donc, ce sont des montants très importants. Ouais. Je rappelle aussi que l'Union européenne va nous coûter très cher dans le cadre du plan de relance de l'Union européenne, dont j'ai dénoncé en plus les dérives de gestion absolument hallucinantes. Faut savoir que ça va nous coûter 110 milliards d'euros le plan de relance pour n'en recevoir que 37. Donc, c'est-à-dire que c'est 73 milliards d'euros en net. Vous avez des économies à faire de ce côté-là. Vous avez des économies à faire aussi, encore une fois, sur des dépenses qui sont complètement dogmatiques. Le bouclier tarifaire, 50 milliards d'euros, j'en ai parlé. Vous avez aussi les emprunts indexés sur l'inflation. J'ai été le premier à dénoncer ce scandale et les coûts, en fait, qui sont liés à ça. Ça a quand même déjà coûté 30 milliards d'euros, ces emprunts indexés sur l'inflation. Et il y a un coût latent encore de 50 milliards d'euros. Donc, bien évidemment, il faudrait arrêter ce genre de pratiques qui sont complètement cavalières. On pourrait parler aussi de tous les reports de crédit qu'ont fait Emmanuel Macron. En fait, la Macronie s'est spécialisée dans la cavalerie financière et la dissimulation. Il y a des économies à faire aussi, j'en parlais, au niveau des collectivités territoriales. Les régions, la plus-value des régions, à part amener des fonctionnaires additionnels et d'avoir des chauffeurs en plus, la région pourrait être tout simplement juste un organisme de coopération entre les départements, ce qui permettrait là aussi de supprimer beaucoup de dépenses publiques sans toucher au portefeuille des Français. Donc je pense que en allant sur le millefeuille, en allant sur toutes les dépenses inutiles du gouvernement, quand je parle de millefeuille, ça inclut évidemment l'Union européenne qui nous coûte beaucoup trop cher, eh bien, vous avez des économies très importantes qui peuvent être faites. Vous pouvez économiser très facilement plus de 70 milliards d'euros sans toucher au portefeuille des Français. Donc ça, c'est quelque chose qui serait intéressant. Mais évidemment, la Commission européenne ne veut pas toucher à l'échelon de l'Union européenne, ne veut pas toucher à l'échelon des régions qu'elle privilégie justement pour avoir une sorte de relation directe entre les régions et l'Union européenne. Donc la Commission européenne va proposer certainement d'aller dans la dépense sociale pure, qui là aussi aura des conséquences parce que le problème étant que si vous diminuez massivement des dépenses sociales qui alimentent la consommation, eh bien vous diminuez par là même les recettes fiscales à venir et donc vous faites aussi augmenter encore le déficit, donc vous rentrez dans une sorte de cercle vicieux. Je pense qu'il y a des économies sur la dépense publique à faire sans toucher au portefeuille des Français. Ouais, on espère. Charles-Henri Gallois, j'aimerais conclure avec votre engagement. Vous vous êtes présenté aux législatives dans la première circonscription de la Nièvre pour le Rassemblement national. Comment avez-vous vécu cette campagne et que retenez-vous sur toutes ces élections ? Je retiens déjà une campagne magnifique qui a été faite de notre part, surtout avant le premier tour, quand nous étions sur le projet, sur le programme et sur les idées avec une réception exceptionnelle. Il faut pas que les gens oublient que le Rassemblement national est de loin le premier parti France. Même moi, au premier tour, dans cette circonscription, j'étais, pour ce qui était du vote d'adhésion, à 41%, ce qui est un vote historique dans la Nièvre. C'est plus de 2 fois le nombre de voix qui était obtenu en 2022. C'est normalement, dès le premier tour, j'avais fait beaucoup plus de voix que ce qu'avait fait mon adversaire macroniste pour gagner au deuxième tour en 2017 et 2022. La problématique qui s'est passée, c'est que lors de l'entre-deux tours, on a eu une coalition des perdants du premier tour qui ont fait une campagne absolument abjecte de diffamation, de calomnie. On n'était plus du tout en fait sur le programme et les projets. Ils n'avaient aucun projet, si ce n'est celui de faire barrage au Rassemblement national. Et on peut dire que quoi qu'on en dise et quoi qu'on en veuille, le Rassemblement national a encore augmenté son nombre de députés de plus de 50%. Donc c'est le parti qui a le plus progressé. Et vous savez, moi, je pense que cette tambouille absolument minable et cette alliance de Philippe Poutou à Emmanuel Macron, pour sauver des places en réalité à court terme, ils le paieront sur le moyen terme et sur le long terme, parce que les Français vont bien voir, et notamment leurs électeurs, en fait, qui sont partie prenante de toutes les décisions qui vont avoir lieu et de toute la catastrophe qui va avoir lieu. Et je pense que l'électorat du Rassemblement national ne peut que croître, alors qu'on va assister de leur côté certainement à une démobilisation de leur électorat. Parce que là, moi, c'était absolument lunaire. C'est-à-dire que si en 2022, si j'avais eu les mêmes reports qu'en 2022, je gagnais haut la main. Mais là, vous avez eu 100% de report de gauche dans ma circonscription vers la candidate macroniste, c'est ce qui lui a permis de gagner. Bon, bah écoutez, à suivre en tout cas sur la place du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, puis même de façon générale, le Premier ministre, etc. Enfin, l'actualité politique est riche, on ne sait pas encore ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, mais on en reparlera, Charles-Henri Gallois. Merci beaucoup pour cet éclairage et à très bientôt.